Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Hey, salut Clara, comment ça va? Salut, ça va super bien et toi? Ben oui, contente de te recevoir une deuxième fois aujourd'hui parce que l'autre fois, on a parlé de précarité menstruelle. Mais comme tu es dans le domaine de la recherche, je trouvais ça tellement pertinent qu'on en parle parce que sur un autre épisode, on se questionne à savoir pourquoi il y a si peu de recherches sur les personnes menstruées. Et là, j'ai l'impression qu'on va en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que tu veux, pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'autre épisode, veux-tu commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Moi, c'est Clara Bolster-Foucault. Je suis une doctorante en épidémiologie à l'Université de McGill. Je travaille surtout dans le domaine d'équité en santé et en même temps, je suis la co-directrice générale de Dignité menstruelle. Oui, parfait. Et là, comme c'est ça, tu travailles en recherche, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a si peu de recherches en ce moment qui sont faites sur les personnes menstruées? Bien sûr. Mais j'aimerais peut-être commencer par dire qu'il y a comme deux questions là-dedans. Donc, premièrement, il y a la question de la sous-représentation des femmes dans la recherche en santé en général. Ouais. Il y a plein de sujets connexes qu'on pourrait discuter à ce sujet. Il y a aussi la sous-représentation de la recherche sur les menstruations et les problèmes de santé menstruelle et reproductive qui touchent les femmes. Et il n'y a pas une seule raison, mais en fait, ça te surprendrait peut-être pas pour dire que si j'avais à dire qu'il y a une raison, c'est la stigmatisation et les systèmes qui font en sorte que les gens ignorent les problèmes qui touchent les femmes. Et ça se manifeste dans plein de façons différentes. Admettons, on parle historiquement, les gens qui faisaient la recherche, c'est majoritairement des hommes, majoritairement aussi des hommes blancs dans les pays occidentaux. Ce qui fait en sorte que les sujets qui leur intéressent, c'est pas nécessairement les sujets qui intéressent les personnes menstruées ou les personnes qui s'identifient comme femmes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une des grosses problèmes qui existent. Et je pense que c'est mieux maintenant, mais on s'entend qu'il y a quand même des effets qui continuent de se... Mais c'est un bon point. Dans le fond, quand tu travailles en recherche, tu veux faire des recherches sur un sujet qui t'intéresse. Mm-hmm. Donc, le fait qu'il y avait moins de femmes avant, maintenant, je pense que c'est en train de changer. Est-ce que tu vois la tendance? Oui, dans mon département, c'est majoritairement des femmes. OK. Me plaît. Bon. Mais c'est sûr aussi que c'est nouveau et ça prend une trentaine d'années avant que ces personnes-là qui sont présentement étudiants et étudiantes deviennent les personnes qui vont gérer des projets de recherche comme ça. OK. Si je prenais un peu plus, zoom out un peu plus, il y a aussi l'effet des systèmes qui vont financer de la recherche. Donc, souvent, des demandes de financement pour des recherches ou pour un projet de recherche, il faut passer par un long processus qui est très compétitif. Donc, le processus au Canada et ailleurs, c'est de dire, moi, en tant que chercheur ou chercheuse, j'ai ce projet-là. Je veux répondre à cette question. Et là, tu es en train de démontrer la pertinence de la question, la capacité de pouvoir répondre à la question. Et il y a souvent des organismes comme au Canada, les instituts de recherche nationaux, le Fonds de recherche du Québec. Il y a des organismes qui vont décider quel projet ils vont financer. Historiquement, c'est les organismes, c'est le gouvernement qui finance ça? Oui, il y a plein d'organismes, mais majoritairement, c'est les gouvernements. Donc là, ici, au Canada, on a du provincial et on a aussi du fédéral. Il y a aussi je dirais pas des OBNL, mais des organismes à but non lucratif, comme la Société pour l'Alzheimer. C'est pas des compagnies en tant que telles. Par contre, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui financent plein de recherches. C'est la recherche souvent sur la nutrition, sur la cigarette. C'est financé par des compagnies qui ont... une opinion sur ce que devraient être les résultats. On peut aussi en parler. Mais ce qui me concerne, c'est plutôt les gouvernements. Donc, ouais. Et ça, on s'entend que c'est de l'argent qui est financé par les revenus des impôts. Donc, ouais. C'est du public, de l'argent public. Donc, ils ont d'ailleurs le mandat de financer la recherche qui est le plus pertinent. Et c'est là où je pense que ça devient avec les guillemets, ouais, les gens qui ça devient compliqué. Là. Donc, c'est qui décide qu'est-ce qui est pertinent? C'est les chercheurs qui posent les questions, mais c'est aussi les gens qui évaluent la valeur, encore entre guillemets, des propositions, des projets de recherche. Donc, c'est eux qui décident qu'est-ce qui va être financé, c'est qu'est-ce qui avance. Je pourrais pas te dire à quel point j'ai eu des exemples, des pistes de recherche ou des projets de recherche qui étaient vraiment prometteuses, qui ont finalement pas pu avoir de financement pour avancer. Et puis là, la recherche, on peut plus le faire. Parce que pour avancer cette recherche-là, surtout la recherche fondamentale, il faut des participants
participants, des participantes, il faut des machines pour analyser, il faut c'est biomédical, ça demande de l'infrastructure et ça se fait pas gratuitement, malheureusement. Donc, quand on finance pas cette recherche-là, on l'avance pas. Et tout simplement, cette recherche-là a été dépriorisée face aux recherches sur l'Alzheimer, sur le cancer. On s'entend que c'est tous des maladies et des conditions importantes, mais la priorité relative de la recherche sur les menstruations tout court ou sur des problèmes qui touchent les personnes menstruées est comme moins, c'est jugé à être moins pertinent que des problèmes. Puis pourquoi tu penses qu'il y a moins de pertinence à faire des recherches sur les personnes menstruées, même si on est quand même le quart de la population, là, basé sur le fait qu'il y a une personne sur deux qui est menstruée au cours de sa vie pendant à peu près 40 ans et l'espérance de vie de 80 ans. Donc, on peut conclure que c'est 25 de la population. Oui. Mais je pense que c'est une bonne question et je pense pas qu'encore qu'il y a de réponse simple parce que je pense pas que c'est conscient du fait que c'est jugé comme moins pertinent. Alors, je pense que c'est le groupe de gens qui vont décider quel projet mérite les fonds de recherche vont se dire, ben peut-être que ce problème-là, ça affecte pas tant de gens. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est conscient pour dire, ben on s'entend que peut-être l'endométriose ou whatever sujet n'affecte que X% de la population ou peut-être ils se disent, si c'est un projet de recherche sur juste les menstruations tout court, peut-être qu'ils se disent, ben il n'y a pas d'effet néfaste. La menstruation, c'est naturel. C'est face au cancer, quel projet ils vont financer? Ah, c'est une question de priorité. Oui, parce que les fonds de recherche, ben, on s'entend qu'ils ne sont pas illimités et ils ne pourront pas l'être d'ailleurs. Alors, dans cette décision-là, c'est vrai que c'est une décision difficile. Et moi, je ne suis pas en train de dire qu'on veut éviter de financer la recherche sur le cancer pour financer la recherche sur les douleurs menstruelles. Mais on s'entend que là, éventuellement, si on priorise toujours la même affaire, là, on n'avance pas la recherche sur d'autres sujets. Maintenant, j'ai lu un résumé d'un projet de recherche qui parlait d'un traitement potentiel pour les douleurs menstruelles, mais genre les douleurs extrêmes, pas les douleurs, je dirais, normales, qui n'a pas réussi à renouveler son financement. Alors, ils n'ont pas pu avancer. Donc là, il n'y a pas de résultat à cette recherche-là? Non, mais il y a des résultats préliminaires. Alors, ils pensent que c'est une piste prometteuse, mais c'est pas encore quelque chose qui peut être implémenté dans une population parce qu'ils ont pas, je ne me rappelle pas si c'est une drogue ou c'est un traitement en tant que tel, mais là, il y a vraiment beaucoup d'étapes dans la recherche. Premièrement, il faut découvrir qu'est-ce qui aide pas, c'est quelle intervention. Après ça, il faut tester est-ce que cette intervention, c'est l'intervention en tant que telle ou c'est juste le fait, c'est l'effet placebo, les gens se disent, ben là, il y a quelqu'un qui m'aide pour X raison, alors je me sens mieux. Donc là, il faut tester l'efficacité de ce traitement. Et après ça, il faut le donner à la population largement et ça prend longtemps, ça prend beaucoup de financement. Et si on perd un financement à n'importe quelle étape dans ce trajectoire, là, les traitements n'avancent plus. Ce qui fait en sorte que, il y a plein de... Là, j'ai parlé de traitements qui pourraient exister, qui n'existent pas en raison d'un manque de financement, mais il y a aussi des options de diagnostic, comme on parlait de diagnostic pour l'endométriose. Là, le diagnostic, ça prend en moyenne 10 ans. Ça prend une chirurgie. C'est pas calme comme processus de diagnostic. Il y aurait peut-être des pistes prometteuses pour faciliter le diagnostic, mais ça avance pas vraiment. Donc, par des prises de sang, je pense. Oui, c'est ça, j'ai lu. Oui. Mais alors peut-être que ça va éventuellement arriver au Canada. On va peut-être en avancer plus. Il y a, je pense, des endroits qui l'ont implémenté, mais malheureusement pas ici. Peut-être que ça viendra selon les résultats dans d'autres pays. Oui, j'espère. Ben, c'est ça, il faut des résultats, il faut de la recherche qui prouve que c'est un diagnostic qui fonctionne. Notamment la RAMQ, ben, tous les assurances médicaux, ils vont couvrir un traitement ou un processus de diagnostic quand c'est prouvé que c'est efficace et que c'est pas cher. Ben, pas cher. Efficace pour le prix. Alors là, la deuxième étape, même si on sait que ce nouveau traitement ou ce nouveau processus de diagnostic fonctionne, il va falloir, pour l'implémenter dans la population canadienne ou au Québec, il va falloir que la RAMQ ou n'importe quel assureur décide que ça vaut la peine de couvrir ce traitement ou ce processus de diagnostic. Et ça, c'est une autre affaire qui touchera peut-être la stigmatisation. Et le fait à toutes les étapes de ça, ça revient toujours au fait que les personnes décideurs se disent, ben est-ce que ça vaut la peine ou non? Et c'est pas pour dire qu'ils trouvent que c'est ridicule comme sujet ou ça vaut pas du tout la peine, mais c'est toujours des décisions entre des options. C'est pas pour dire encore que l'endométriose, on s'en fout, mais il y a aussi le cancer, l'Alzheimer. Je reviens toujours au même exemple. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'en meurt pas, donc on peut continuer de vivre et là, on est plus focusé sur rester en vie. Oui.
ce qui fait du sens aussi, là, on s'entend. Hein? Ouais. Et justement, là, tu me parles de recherches plus pointées sur les douleurs menstruelles, mais dans les recherches en général, là, tu me parlais du cancer, etc., tout ça, je pense aussi que les femmes, les personnes qui testent là, les médicaments, c'est ça, ce ne sont pas des femmes. Donc, on n'a pas de résultats sur l'impact que ça peut avoir. Pourquoi tu penses? Et est-ce que tu penses que ça pourrait changer? Oui, c'est une bonne question. Pour très longtemps, historiquement dans la recherche, quand on testait, admettons, un médicament, on le testait dans une population plus ou moins homogène pour pouvoir dire, dans cette population-là, le médicament a tel effet. Donc, on va dire que l'effet, on peut dire que ça va avoir le même effet dans la population large. Je pense que tout le monde sait que les médicaments comme l'Advil, les pilules qu'on peut prendre n'ont pas la même dose chez les adultes que chez les enfants. Notamment, il y a une différence de masse. Il y a plein de différences, mais on ne prend pas compte du fait qu'il y a quand même des différences métaboliques entre les hommes et les femmes, ou les gens qui sont nés hommes et femmes. Même entre les femmes? Oui. D'une personne à l'autre. C'est ça, les corps sont différents et vastes et magnifiques. Mais les études qui ont contribué à plein de médicaments qui sont pleinement disponibles présentement ont été testées seulement chez les hommes. Majoritairement les hommes blancs. On s'entend. Mais là, les chercheurs se sont dit, là, on a eu tel effet dans cette population. Alors, nous, on se dit que, oui, on va nécessairement avoir le même effet chez les femmes et les personnes racisées et plein d'autres populations, mais pas les enfants. Les enfants, c'est différent. Mais le fait que cette population de chercheurs se sont dit les femmes sont équivalents à des hommes, c'est là où ça commence à pas aller. C'est sûr qu'il y a des adultes, à un moment donné, ça se ressemble d'une façon ou d'une autre, mais les doses, les effets néfastes peuvent différer quand même grandement entre les hommes et les femmes. Et là, on avait comme complètement ignoré ce fait. Et la raison initiale d'exclure les femmes dans ces études-là, on parle, ça revient là au sexisme, c'est soit, j'ai lu des justifications comme, vraiment dans le temps, là, c'est que les femmes, c'est trop dangereux ou ils peuvent tomber enceintes et on ne sait pas si... pour nous protéger. Oui, c'est ça. Okay. Ou protéger les enfants qu'on pourrait avoir pendant... vu comme ça a un peu de sens. Mais en même temps, l'effet par après, à long terme, peut être plus dommageable que protecteur. Exact. Notamment aussi le fait qu'on ne sait pas, on n'a pas les données de l'efficacité de tels médicaments auprès des femmes parce que c'est trop dangereux, ils peuvent tomber enceintes. Même si, je ne sais pas, la femme dit, moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants, je ne vais pas tomber enceinte. Il y a comme quand on faisait des recherches sur les vaccinations, est-ce qu'on exclut les femmes ou on les inclut? On ne sait pas si c'est dangereux pour un fœtus. Alors, on les exclut, mais en faisant ça, on se prive de pouvoir connaître s'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Mais ces personnes-là vont se retrouver à prendre le médicament une fois qu'il est testé. Oui. Donc, ça ne fait plus aucun sens. Exactement. Donc là, on se ramasse avec des femmes qui prennent des médicaments qui n'ont pas été testés chez les femmes. Là, on s'entend que c'est différent maintenant. Les essais cliniques incluent des femmes. Il y a encore, on va des fois lire, on exclut les femmes parce que les variations dans le cycle hormonal il y a trop de variations. C'est pas une population stable. Ça rend trop complexe parce que selon la phase du cycle, le résultat ne va pas être le même. Oui. On se posait dans un autre épisode, on se posait justement cette question-là, puis pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devrait répondre à ça? Oui. Moi, ma réponse, c'est que les hommes ont aussi des hormones et les hormones varient chez les hommes aussi, mais de façon pas prévisible. Alors, les femmes, en fait, pour moi, c'est plus prévisible que les hommes parce qu'on sait qu'il y a un cycle, on peut se situer dans le cycle, on peut peut-être contrôler statistiquement pour le fait qu'on est au début ou à la fin d'un cycle menstruel et surtout que dans un suivi à long terme, là, on est capable analytiquement d'aller corriger pour cette variation, mais chez les hommes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a de la variation, il y a des fluctuations. Il y a la fatigue qui peut jouer, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Stress au travail. Tellement de facteurs. Et le fait qu'on est en train de dire, c'est comme un bouc émissaire un peu, on est en train de dire, les menstruations, ça rend les femmes trop imprévisibles, donc on les exclut, mais sans prendre compte des autres choses qui existent qui rendent des êtres humains complexes, parce qu'on s'entend c'est des êtres complexes, les êtres humains. Alors pour moi, c'est pas une justification importante.
ou suffisant. Est-ce qu'il faudrait, dans le fond, faire les tests donc avec les hommes pour s'assurer, pour protéger les femmes? Et après ça, une fois qu'on est prêt à mettre en marché, normalement qu'on serait prêt à mettre en marché, qu'il faudrait faire juste un autre petit test, peut-être? Ça peut être une piste de... Oui, des fois, c'est ça qui se passe. Donc, on va tester un traitement chez les hommes. Présentement, par contre, je dirais que là, ils commencent à inclure les hommes et les femmes. Donc, c'est pas pour dire que c'est toujours le cas, mais ils vont avoir des reportages. Ils demandent aux médecins de signaler s'il y a un effet néfaste. Donc, et là, les compagnies qui font des drogues vont analyser les données par la suite pour dire, ben là, ils vont découvrir, notamment, c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait une drogue ou... un médicament, là. Oui, un médicament... aux États-Unis. Oui, pardon. Pour justement les nausées pendant la grossesse, qui a été distribué largement en Angleterre, finalement a causé des défaits de naissance chez le fœtus. Et on l'a comme découvert par la suite. Donc, après qu'on ait testé ce médicament, notamment, je ne sais pas, dans ce cas-là, si le médicament était testé chez les femmes ou les hommes. C'est dans les années 50, 60, alors ça fait quand même un moment. Mais c'est complexe à répondre parce que on veut tester pour les personnes qui utilisent, mais en même temps, on ne veut pas mettre en danger les enfants Absolument. qui sont en train de se former. C'est très complexe. Il n'y a pas de réponse. Puis on n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas là non plus pour dire qu'est-ce qu'il y en est puis qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que ça devrait être? On pose juste des questions, puis c'est complexe. Oui, c'est ça. Non, absolument. Mais on s'entend que les chercheurs, il y a toujours l'enjeu de vouloir créer des nouvelles, d'améliorer la santé des gens et le bien-être, mais aussi de ne pas vouloir nuire. Alors là, on sait que des fois, on va tester des traitements dans des souris, ou des animaux avant d'aller dans la population humaine. Donc ça, c'est pour protéger les humains notamment. Mais il y a aussi l'argument... Là, je t'ai comme un peu coupé. Là. Juste pour terminer l'affaire, pour les recherches, pour les médicaments contre le mal de cœur, ça a été quoi la conclusion? Pour le mal de cœur, qu'est-ce que tu faisais? Pour les nausées, excusez-moi. Ah oui, mal de cœur, c'est un médicament qui a finalement causé plein de malformations. Oui, de malformations. Alors là, ils l'ont arrêté finalement. Donc, je ne me rappelle pas du nom du médicament, mais là, ils ne le donnent plus. Mais c'est pour dire qu'il y a des mécanismes. Il y en a d'autres maintenant qui ont... c'est ça. Ou des médicaments qui existent qu'on ne sait pas c'est quoi les effets au long terme, parce qu'on ne va pas le savoir pour longtemps, des effets long terme. Right? Alors, des fois, il faut attendre carrément pour avoir les bonnes données. Mais il y a aussi l'effet de si on attend trop, là, on manque de pouvoir améliorer la vie des gens parce qu'on a trop peur. Et donc, il y a toujours un entre-deux à trouver entre ces deux. Parce que c'est vrai qu'on ne veut pas juste dire, ben là, j'ai un médicament miracle, on va le donner à tout le monde. Puis là, finalement, on découvre que, oups, c'est pas un miracle, il y a vraiment des effets néfastes importants. Et on veut toujours trouver le bon chemin. Mais des fois, c'est pas évident. Mais moi, je trouve que de simplement exclure des populations qui pourraient avoir un bénéfice d'un médicament ou un traitement d'un projet de recherche, ça ne nous permet pas d'apprendre davantage sur cette population et de leurs besoins. Non, c'est ça. Mais c'est épineux. Même moi, je suis ambivalente. Je ne connais pas la réponse et je me pose des questions, mais on ne sait pas. Là, oui. Et je ne pense pas qu'il y a une réponse encore. Là, non, c'est ça. Mais la réponse pour moi, c'est d'inclure, de tout étudier, de ne pas juste dire c'est trop compliqué, je peux pas. Puis je trouve ça intéressant. Tantôt, tu disais, chez les femmes, on peut plus contrôler les données basées où est-ce qu'on est rendu dans le cycle menstruel. Mais pour les personnes qui ont un cycle menstruel régulier, comme moi, dans mon cas, je ne suis pas régulière, donc ce serait peut-être difficile là, de... oui, peut-être plus difficile, mais d'un côté analytique, on peut, du moment où on a les données de où est-ce que vous êtes dans votre cycle. Oui, parce que moi, on peut quand même savoir quand est-ce que je vais ovuler, puis tout ça. Exact. Et on s'entend que c'est pas un contrôle à 100%. On ne va pas éliminer la variabilité qui est due aux fluctuations, mais tant qu'on essaye un peu, c'est mieux que simplement d'exclure les femmes. Oui. Puis le fait qu'il manque de recherche, est-ce que tu penses que ça a un impact sur la population en général, les professionnels de la santé? Le fait qu'on ne sache pas, donc on n'est pas au courant,
il y aurait des solutions ou poser les bonnes questions quand on va voir le médecin? Ou... Oui, ben, tout. Oui, oui à tout. Je pense que pour moi, ce qui est l'effet le plus direct, c'est que le personnel de santé n'est pas assez au courant des enjeux qui tournent autour des menstruations et de la santé reproductive de base. Et ça se manifeste plein de différentes façons, un peu difficiles à c'est pas évident. Donc, ça pourrait être, admettons, un personnel de santé qui ne prend pas au sérieux quand quelqu'un dit « j'ai de la douleur quand j'ai mes menstruations ». Souvent, on se fait dire « ben c'est normal ». Ben oui, tout le monde en a un peu. Et on s'entend à différents niveaux. Hein? C'est ça. Et puis la douleur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de lacunes dans nos connaissances. Et c'est pas pour dire que le personnel de santé fait ça de mauvaise foi. C'est juste qu'ils n'ont pas les connaissances parce que les connaissances, soit elles n'existent pas ou ne sont pas bien reconnues. Ça fait depuis longtemps que les médecins se font dire... d'ailleurs, ils ont 2-3 heures de formation concernant la douleur pendant toute leur formation médicale. Je t'entends que c'est pas beaucoup. Pendant leurs 9 ans oui, c'est ça. d'études, 2-3 heures sur la douleur menstruelle? Oui, ça se pourrait que ce soit dans leurs 4 ans de cours, mais c'est pas suffisant. Et on s'entend que ça touche notamment la douleur de chirurgie, des accidents. On va pas nécessairement passer longtemps pour dire, on a des douleurs quand on est menstrué, et puis ça va d'une échelle de X à Z, je sais pas. Mais le fait que ça soit très simplifié en 2-3 heures, ça rend... excuse-moi, je cherche mes mots. Là. Tu sais, ça simplifie trop. Oui. Non, attends. On perd toutes les nuances. Oui, c'est ça. C'est qu'on prend un raccourci pour dire, non, t'es menstruée, c'est normal. Donc, on banalise. Oui. Le professionnel de la santé va banaliser, même si la personne, dans le fond, elle souffre d'endométriose, d'ovaire polycystique, qu'il y a d'autres causes. On ne va pas creuser, étant donné qu'on dit tout de suite, oh non, c'est normal, voici du Midol, ou voici... arrête de te peindre. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pas pour dire que c'est de mauvaise foi. Ces personnes-là ont simplement... Il y a énormément de connaissances à acquérir dans un contexte ou dans une formation médicale, et c'est pas priorisé dans la formation. Notamment aussi, c'était depuis, je pense, seulement dans les dernières 10 ans qui ont enlevé dans les textes médicaux que les personnes avec peau noire ressentaient moins de douleur. Ça, c'est quand même intense. Là. Oui, il y a 10 ans, là, ça fait 2014. Là, Et c'est pas pour dire que en fait, donc là, ils ont corrigé la faute, mais là, il y a plein de gens qui ont des licences médicales, qui ont, malgré peut-être leur connaissance ou leur croyance personnelle, c'est comme ça qu'ils ont été formés. Alors, ils vont moins prendre sérieusement les... Même si ça a été corrigé dans les textes, le biais est ancré et continue d'être perpétué. Oui, c'est ça. Et on s'entend que si on corrige les textes, ça demande toutes les personnes qui ont été formées avant la correction d'aller s'informer. Et on s'entend que ça, c'est un sujet, mais il y a énormément de sujets encore médicaux. Alors, si on se demande, si on demande aux médecins de se tenir à jour sur tout le temps, c'est impossible. Mais en même temps, les médecins, ils ont quand même des spécialisations. Oui, c'est ça. Mais là, on parle surtout de soins de première ligne. Donc, c'est des médecins omnipraticiens, des médecins de famille. Donc, c'est des connaissances très larges qui sont peut-être pas spécialisées. C'est vrai qu'il y a des médecins spécialisés et c'est vrai que les médecins prennent le temps de se former. Mais il faut passer par les médecins généralistes pour aller les médecins spécialisés. Donc, et c'est la pertinence. Ça crée des barrières quand les gens ne se font pas prendre au sérieux. C'est aussi que les médecins ne savent pas nécessairement c'est quoi les symptômes. On sait, c'est un autre sujet, mais on sait clairement que les symptômes de crise cardiaque sont différents chez les hommes et les femmes. Mais est-ce que toi, tu sais les symptômes d'une crise cardiaque chez une femme? J'imagine que c'est les mêmes que chez les hommes. Mais non, ça peut être la nausée, un inconfort. C'est des symptômes vagues et générales. Pas comme, en fait, je me souviens même plus de celles parmi les femmes, mais c'est moins connu dans la population générale, c'est sûr, mais c'est pas aussi bien connu chez les médecins. Ce qui fait en sorte que les femmes, on est moins à risque des crises cardiaques, mais on meurt plus souvent. Donc, il y a un taux plus fréquent parce que c'est pas reconnu. Donc, les femmes se font revirer de bord quand ils vont aller aux urgences, se disent, t'as de la nausée, t'as mal dormi, c'est dans ta tête, repose-toi. Puis là, finalement, il va avoir la personne... Et là, ce n'est qu'un exemple. Hein? C'est pas parce que quelqu'un a mal au cœur qu'il est fait oui. cardiaque. C'est ça, oui. Et c'est clair aussi que,
quelque chose qui impacte cette nuance, c'est que les symptômes chez les femmes sont plus vagues, donc plus générales, peuvent indiquer plein de choses. C'est ça aussi que, tu sais, qui est un problème avec les produits de santé, les problèmes de santé reproductive, c'est des douleurs qui sont ambiguës. Donc, ça demande de creuser, ça demande de faire des tests, ça demande de poser des questions, ça demande du temps. Et c'est pas Et ce que... il faut d'abord, en tant que personne qui consulte, il faut d'abord savoir reconnaître, être à l'écoute de son corps. Oui. Et moi, je fais partie, je pense, de la catégorie de personnes qui est peut-être moins à l'écoute ou qui fait « Oh non, non, ça va bien, on continue, puis on balaye ça. » Donc, d'où la pertinence d'informer la population en général et pas simplement les médecins, les professionnels de santé. Exactement. Et c'est aussi, c'est là où la stigmatisation plus large joue là-dessus parce que, tu sais, moi, dans mes conversations de base, j'ai déjà eu des expériences et les gens me disent, ben j'ai X, Y, Z symptômes, mais c'est normal, hein? Puis moi, je suis en train de me dire, mais c'est pas du tout normal, ça. Et puis, le fait qu'ils ne savent pas que c'est pas normal, c'est qu'on n'en parle pas. Alors là, ils vont jamais parler au médecin pour dire j'ai cette douleur-là. Des fois, même s'ils en parlent, le médecin, il se dit, ben c'est normal. Alors là, c'est un enjeu qui a l'air simple, mais qui nuit au diagnostic. Donc, c'est que la personne peut avoir une douleur qui est extrême ou un symptôme qui est vraiment pas du tout normal. Mais là, il va jamais dire, ben là, j'ai un problème parce que, justement, ils vont se dire, ben je me débrouille. Je me suis toujours débrouillée, c'est correct. Et souvent, ma mère l'a fait, c'était bien correct, elle passait au travers, moi aussi. Puis encore là, c'est on survit. Oui. On n'est pas, on meurt pas de ça. Donc, c'est ça, d'informer puis d'être à l'écoute pour pouvoir mieux s'aider soi-même. Oui, parce que, tu sais, même moi, en tant que personne qui est quand même bien informée et moyennement à l'écoute de mon corps, j'ai déjà eu des expériences avec des fournisseurs de soins de santé où je voulais quelque chose, un traitement, un diagnostic ou n'importe quoi. Puis on dirait qu'il fallait que je me batte pour dire, je sais qu'il y a X, Y, Z options et je le veux pour telle raison. Tu sais, la personne me disait, non, on peut s'en passer. Puis là, finalement, après... Es-tu à l'aise de nous dire? Oui, ben c'est pour mes yeux. Alors, c'est pas du tout... Okay. Ça va vraiment pour la vue, la vision? Non, ben j'ai... mes yeux sont... la sécheresse oculaire. OK, oui. Ah non, mais oui, ça, c'est un symptôme, là, de variation hormonale. Oui. Non, mais c'est drôle parce que, en fait, j'en ai jamais pensé, mais je vais prendre note de les variations. Mais il fallait que je me batte avec mon ophtalmologue, qui est d'ailleurs une personne magnifique, qui est très à l'écoute de mes symptômes. J'étais comme, je sais que ce traitement existe parce que ma mère l'a eu et ça l'a vraiment aidé. Alors, moi, je le veux. Et moi, je me sens à l'aise. Je ne dirais pas me battre, mais ben un peu, oui. C'est pas se battre physiquement, mais se battre verbalement. Là. C'est ça. Et c'était pas un argument. Insister plus. C'est ça. Okay, et c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça. Parce qu'il faut d'ailleurs, il faut premièrement comprendre que ça vaut la peine. Donc, t'as permission, t'as le droit d'insister. Parce que beaucoup de gens, on entend qu'il y a une dynamique de pouvoir. Les médecins sont bien respectés dans la société pour une bonne raison. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que leur expérience vécue entre la perspective de quelqu'un avec une formation médicale et l'expérience de vie d'une personne dans la communauté, ils vont peut-être pas dire, ben non, t'as tort et j'ai quelque chose que je veux t'adresser avec toi. Et c'est pas tout le monde qui va franchir cette... qui va pousser. Ouais, non, c'est ça, parce qu'on sait pas que c'est légitime. Puis, tu sais, je pense à moi là, qui ai vu plusieurs médecins. Je me sens tout le temps un petit peu vulnérable. Oui, absolument. On ne sait pas. Puis on fait confiance aussi là, aux professionnels devant nous. Oui, donc, et on devrait. Je ne suis pas en train de dire qu'ils disent de mauvaises choses ou qu'ils sont mal informés. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça peut nuire à un parcours de diagnostic. Je sais que tu as un peu d'expérience là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous raconter? J'ai plusieurs problèmes de santé, mais par exemple, l'endométriose. En fait, quand j'ai commencé à consulter en traitement de fertilité, là, j'ai fait la panoplie de tests. Et quand je suis allée voir le médecin pour qu'il me dise mes résultats, il m'a comme juste dit, OK, tu as les ovaires polykystiques, tout ça. Puis il a comme continué. Puis là, j'ai dit, attends, faut-tu que je le note? Puis, tu sais, ça a vraiment été banalisé. Puis après ça, c'est en faisant des recherches, je fais comme, attends une minute, là, c'est pas normal. Puis, OK, non, c'est un bon problème. Là. Ouais. Et là, ce médecin-là, il me prescrivait des pilules là, pour m'aider à ovuler ou bon.
Et là, après quelques mois d'essai, quand on fait des tests, on va voir une infirmière par après qui nous donne toutes les choses à faire, tout ça. Puis là, c'est même elle qui m'avait dit, tu sais, par expérience, elle avait vu d'autres patientes avec ce médecin-là qui était peut-être plus âgé, comme sur le bord de la retraite, peut-être moins intéressé à remettre en question ses acquis, ses apprentissages du passé. Et il m'avait juste comme represcrit la même chose, puis il m'avait dit, sais que tu aurais. Tu sais, comme, elle était très délicate et professionnelle aussi parce qu'elle ne veut pas dire, oh non, ce médecin, pas qu'il n'était pas bon, mais tu sais, elle avait vu comme dans d'autres patientes qui avaient vécu un peu la même chose que moi, puis qui avaient essayé d'autres types de médicaments. Tu sais, peut-être que c'est une option d'aller voir un autre médecin. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis l'autre médecin m'a vraiment prescrit d'autres choses. Puis là, tu sais, on a vu un changement. Là, c'est mon endomètre qui était trop mince, etc. Puis tu sais, après, comme des années, finalement, on a découvert un hydrosalpinx dans une de mes trompes. Mais tu sais, là, on n'était pas sûr. Puis là, finalement, bon, il m'a envoyé en chirurgie. Et là, quand la médecin m'a dit, ah, OK, ben là, finalement, oui, tu as un hydrosalpinx, c'est de la trompe. Moi, je pensais qu'il allait me faire le test puis qu'il allait dire, oh non, mais finalement, c'est rien. Puis j'ai même demandé, parce qu'ils m'ont dit, ah, ta trompe est un peu dilatée aujourd'hui. Je dis, ah, ben j'ai mis les bancs chauffants dans mon auto. C'est peut-être ça. Puis là, on fait comme non, ça n'a vraiment pas rapport. Des fois, on émet des hypothèses pour simplifier ou banaliser. Puis là, finalement, ils m'ont fait faire le test, mais tu sais, moi, j'espérais. Puis tu sais, je suis comme. Moi, avant d'avoir mon premier enfant, 75 fois, que j'ai calculé par les années, 75 fois. Et les 75 fois, j'y ai cru que cette fois-ci, j'étais un petit peu naïve ou en tout cas, j'ai du côté de voir le bon côté des choses, d'y croire. Absolument. Et là, ben, c'est ça. Là, quand je suis arrivée dans le bureau de la médecin, elle m'a dit, ah non, tu as vraiment un hydrosalpinx, il va falloir te faire une chirurgie. Puis là, elle m'expliquait la chirurgie. Et là, puis peut-être aussi que j'étais super hormonale, là, je sais pas. Mais les larmes se sont, tu sais, juste un petit, je l'écoutais, mais mes yeux sont venus un peu pleins d'eau. Puis là, elle m'a dit, ben là, pourquoi tu pleures? Mais là, non, c'est vrai, c'est pas triste. OK. Peut-être j'avais un peu peur. Mais puis là, ils ont fait la chirurgie pour ça. Puis finalement, ils m'ont enlevé la trompe. Et c'est comme ça, dans le fond, qu'on a découvert que je faisais de l'endométriose aussi, parce qu'ils m'ont dit, ah, t'avais plein d'endométriose dans le bas du dos. Fait que là, on l'a enlevé. Ça va aider aussi à ce que ton endomètre soit plus épais et puisse plus accueillir l'embryon là, à chaque mois. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a rien de clair, puis il faut... c'est ça, il faut continuer dans le processus, puis à un moment donné, ben, ils découvrent des nouvelles choses. Puis moi, à toutes les fois qu'ils trouvaient un problème, là, j'étais « Ah, yes, parfait, on a trouvé le problème! » Fait que comme ça, la solution va arriver. Mais finalement, ben, tu sais, ça a été une bonne chose, puis je suis bien contente, là, mais ouais, c'est très complexe, là. Tu sais, finalement, c'était pas juste les ovaires polykystiques, il y avait d'autres choses, puis après ça, ben là, il y avait pour mon deuxième. Moi, j'étais là, ben là, le premier, après ça, après l'opération, ça a tout de suite marché. Le deuxième, parfait. Nous, on a plein des enfants bac à bac, on a acheté la poussette double, puis on était bien préparés à ça. Puis finalement, je suis allée en traitement in vitro, donc il me restait des embryons congelés. Puis finalement, le restant des embryons ont tous pas fonctionné. Là, j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu mon endométriose qui est revenue? Tout ça. Puis là, il m'a envoyé voir une autre médecin spécialiste en génétique ou... non, pas en génétique, spécialiste en immunologie, c'est ça le terme? Oui. En tout cas, pour voir là, s'il y a des problèmes dans les gènes, tout ça. Donc là, ils m'ont dit, ben, la prochaine batch de ponction, ben, tes ovules, on va faire un test. Là, j'étais comme... Là, j'avais entendu comme un autre couple qui avait passé par l'infertilité, puis eux, ils avaient refusé d'aller pour les tests parce qu'ils étaient là, parce qu'ils enlèvent des cellules de ton bébé. Fait que là, ton bébé, il est comme moins complet. Mais finalement, la médecin m'a expliqué, mais non, c'est pas ça du tout. Là, ils font juste prendre les cellules autour. Donc, c'est ce qui se transformera éventuellement en placenta. Donc, c'est vraiment pas de danger et tout. Puis, en faisant les tests, selon les statistiques des résultats des embryons qu'il y avait, ben finalement, le ratio faisait en sorte que, bon, on pouvait
émettre l'hypothèse que les embryons après mon premier enfant étaient pas bons, étaient pas viables de toute façon. Donc là, effectivement, le premier embryon qu'on a implanté par la suite a fonctionné. Donc là, ça, c'était une bonne nouvelle. Mais tu sais, puis encore là, quand je vais essayer pour un troisième, je sais pas si ils me disent qu'ils sont bons, ceux qui restent, mais il n'y a pas de certitude jamais. Puis on sait pas, donc c'est très complexe. Puis, oui, mais c'est toute une trajectoire que tu as vécue. Ben oui, mais en même temps, regarde, j'ai deux filles que j'adore maintenant, fait que je suis super contente. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut... Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça a valu la peine de passer au travers. Absolument. Tout ça, puis les hormones aussi, là, c'est c'est quelque chose, là. Tu sais, puis là, il me mettait à la fin, il me mettait des doses très, très intenses. Donc là, toutes les émotions, tout est plus le fun, mais tout est plus fâchant. Tout est plus intense. Tu vois les choses de manière plus amplifiée. Oui. Donc, je comprends tout à fait les personnes qui n'ont pas envie de passer à travers ce processus-là. Donc, quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je ne tente pas d'aller en traitement de fertilité, c'est trop... C'est bien correct aussi, là. Mais moi, je voulais vraiment. Oui. Donc, il fallait que je fasse tout en mon pouvoir pour le faire. Mais c'est le fun aussi d'entendre des belles histoires. Là. J'ai une amie qui fait de l'endométriose et finalement, après 10 ans, elle a réussi à avoir une chirurgie très majeure. Mais avant la chirurgie, elle s'est fait dire ben là, il faut que tu me dises à quel point, je ne me rappelle pas comment ils l'ont exprimé, mais il fallait qu'elle dise ben là, toi, mes reins, je les voudrais. Ou j'en veux une, j'en veux deux. T'sais, il fallait qu'elle. Au cas où il y a des complications pendant la chirurgie. Oui, et qu'il ne pouvait pas la demander parce qu'elle était. Oui, sous anesthésie générale. Oui. Alors là, c'est juste le processus de. C'était pas humain. Mais c'est donc, mais j'ai pas eu ça. Il peut avoir un contexte particulier. Je pense que son endométriose est très sévère. Mais il savait avant de l'opérer? Oui, parce qu'il avait déjà fait l'opération de diagnostic. Et là, c'est tout un long processus. Mais là, elle va mieux maintenant. Mais pour moi, c'était. Il y a certains contextes médicaux où le traitement est quasiment pire que la maladie. On trouve que il y a des cas où si on découvre un cancer dans une personne très âgée, est-ce que ça vaut la peine de faire de la chimio? C'est pas facile. Donc là, on va dire que les symptômes de la maladie peuvent être moins désagréables que les symptômes de passer par un traitement. Les effets secondaires du traitement. C'est ça, exactement. Oui, pas les symptômes. Dans un cas, comme de l'endométriose, on s'entend que c'est une chirurgie, c'est invasif. C'est pas juste... oui, là, c'est vraiment intense, là. Parce qu'ils gonflent, ils te mettent un gaz. C'est ça. Puis là, t'as mal pendant... Puis là, ils te mettent ils te donnent des médicaments. Oh, et t'as mal pendant plusieurs jours, là. Après, oui, là. Et tu sais, des fois, ils réussissent pas à enlever tout le tissu. Alors là, ils vont refaire et refaire. Et, tu sais, pour moi... C'est coûteux, mais c'est pour l'État, mais c'est aussi pénible pour la personne. Oui, mais juste en termes de force, c'est long se remettre après une chirurgie comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer par... Si, dans d'autres contextes... De continuer, si on veut pas d'enfant, mettons, de continuer de tolérer les douleurs plutôt que de passer... Oui. C'est toute une décision à prendre. Et le fait que les médecins ne proposent pas nécessairement... Tout le monde que je connais qui font de l'endométriose ont dû vraiment se battre pour avoir un diagnostic, pour avoir un traitement. Et c'est pas... Si quelqu'un vient avec un diabète, ils ne doivent pas se battre pour avoir de l'insuline ou n'importe quel traitement. C'est parce que c'est plus évident. C'est pour ça qu'on souhaite que les recherches sur la prise de sang... Pour le diagnostic. C'est ça, pour l'endométriose. Et d'ailleurs, pour des transplantations de moelle osseuse, avant, il fallait qu'on prenne ça de la moelle épinière. Et c'était très douloureux faire un don, mais là, on peut le prendre d'une prise de sang. Donc, on peut donner la moelle osseuse par une prise de sang. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et la raison pour laquelle on a ce nouveau mécanisme beaucoup moins invasif et moins douloureux, c'est parce qu'on a fait de la recherche là-dessus. Oui, alors il faut faire la recherche. Il faut aussi modifier nos pratiques de première ligne dans un contexte médical en fonction de ces nouvelles possibilités. Comme ça, on va améliorer.
investir en recherche, c'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement parce qu'au bout du compte, Oui. on va sûrement sauver sur les traitements, tu sais, Mhm. puis au niveau de la santé publique, Ah oui. quelqu'un qui a mal aussi est moins performant au travail. Fait que, tu sais, Mhm. tout ça, c'est comme les retombées économiques des événements, mais c'est un peu ça, dans le fond. Il faudrait plus le voir comme ça. Mhm. Puis, mais c'est sûr que là, il y a des questions de priorité. Puis, tu sais, on aimerait ça avoir beaucoup de budget, mais Oui, c'est ça. limité. On aimerait pouvoir tout financer. Et tu sais, je comprends à cette. C'est présentement un enjeu et ça sera toujours un enjeu de choisir entre les priorités. C'est sûr que les priorités changent en fonction des croyances dans la société, en fonction des découvertes qui arrivent. Mais oui, je pense que c'est clairement un investissement, ce n'est pas une perte. On s'entend aussi que quelqu'un l'Alzheimer, ça affecte des gens plus ou moins en fin de vie, tandis que des problèmes de santé reproductive peuvent affecter des gens pendant une cinquantaine d'années. Ouais. C'est pas quelque chose que, en termes de, tu vas vivre avec cette maladie pendant beaucoup plus longtemps. Donc, le potentiel ou l'impact potentiel des recherches qui vont diminuer les effets ou les symptômes de ces maladies et ces douleurs peuvent être vraiment magnifiques. Ouais. Puis on n'est pas en train de dire priorisons ça versus l'Alzheimer. Parce qu'au bout de la ligne, quand l'Alzheimer, ça peut occasionner plein d'autres troubles qui peuvent être perçus comme plus graves que de juste, entre guillemets, les douleurs que peut occasionner l'endométriose. Ouais. Exactement. Et c'est ça d'ailleurs c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse simple au fait qu'il n'y a pas de recherche là-dedans, parce que ce n'est pas pour moi une décision claire de financer ça versus une autre chose. Et ça va toujours être une décision difficile. Je pense qu'il y a peut-être une balance un peu plus, je sais pas, égale à trouver. Parce que là, le fait de juste pas financer carrément ces choses-là, moi, je trouve que c'est une lacune dans la communauté scientifique. Et si c'est une décision claire qu'on va prioriser d'autres maladies versus ça qu'on juge quand même être important, ça, c'est une autre affaire. Mais je trouve que c'est toujours le fait qu'on priorise d'autres maladies, d'autres contextes médicaux versus la santé menstruelle, c'est qu'on le juge pas important à la fin de l'histoire. Et si c'est ça, moi, c'est ça, je pense qu'il faut qu'il change. Oui, là, c'est plus le message politique versus comme concrètement ce qui se passe. Mais dans le fond, ce que je retiens, c'est qu'on devrait plus inclure les femmes dans les recherches pour tester, en fait. Puis que c'est pas vrai, que c'est plus complexe, puis que tu amènes même l'hypothèse que ce serait plus simple parce qu'on peut identifier où est-ce que la personne est dans le cycle versus les hommes qui ont un système un peu imprévisible. Oui. Donc, écoute, on peut lancer le message dans l'univers puis voir qu'est-ce que... Pour moi aussi, c'est un appel pour plus de diversité dans la recherche, donc incluant toutes les populations. La grande majorité de la recherche est faite dans les populations blancs et avec un statut socio-économique assez élevé. Donc, pour moi, juste le fait d'aller rechercher plein de populations, avoir un échantillon qui a vraiment beaucoup de diversité, mais aussi au niveau des gens qui font la recherche, les gens qui vont aller apporter les questions et qui vont proposer des projets de recherche. Il faut plus de diversité au niveau du genre, au niveau de la race, au niveau de sa background. Il faut que la recherche vienne de toutes ces communautés-là. Mais il faudrait peut-être faire des comités, parce que tantôt, tu me parlais, c'est les chercheurs qui sont plus comme... Là, il y a beaucoup de femmes en recherche maintenant, mais ça ne sera pas avant dans 30 ans qui vont l'idée des projets de recherche. Est-ce qu'il faudrait peut-être plus changer la façon de faire puis faire comme des comités, faire ça en équipe, inclure des personnes de tous âges? Oui, oui, c'est justement la bonne direction. Et c'est pas pour dire qu'on ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'initiatives en recherche pour inclure des perspectives mal desservies ou qui ont historiquement moins été impliquées. Et au Canada, notamment, le gouvernement du Canada fait beaucoup d'efforts pour aller encourager les chercheurs et les chercheuses d'inclure. Ça s'appelle une analyse basée sur le sexe et le genre. Donc, dans toutes les demandes de financement maintenant au fédéral, il faut justifier pourquoi on exclut un des deux sexes ou un des deux genres. Donc, il y a aussi
il y a deux choses là-dedans que j'adore. Premièrement, la distinction entre le sexe et le genre. On s'entend que si c'est une recherche biologique, c'est peut-être le sexe biologique qui est plus pertinent, mais il y a plein de contextes sociaux ou de projets de recherche qui touchent plus l'environnement social. Et le fait de devoir penser au fait que le sexe et le genre, ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est quelque chose. Mais aussi si quelqu'un va déposer un projet de recherche puis il se dit, ben, je vais exclure les femmes pour X, Y, raison, la personne va devoir justifier. Et si le comité ne juge pas que la justification, elle est légitime, ils ne vont pas financer cette demande. Alors, mais le comité qui évalue, et non, donc, mais est-ce qu'il y a un comité pour le chercheur qui propose? C'est plus ça que je le dis comme un comité pour. Ben, je pense qu'il n'y a pas de comité. On aurait une équipe de recherche et je pense qu'il y a de plus en plus d'appels pour des équipes de recherche diversifiées. Sur plein de. C'est sûr que la diversité qui est importante, c'est propre à la question. Donc, peut-être qu'on veut. Moi, justement, je trouve que c'est pertinent si on étudie la race et l'ethnicité, on veut des personnes racisées ou d'autres backgrounds culturels sur l'équipe pour avoir un contexte. Ouais. C'est surtout pour comprendre les réalités des gens dans ton projet de recherche. Alors, si pour moi, on a un projet de recherche qui touche uniquement les femmes enceintes et il n'y a aucune femme ou aucune personne qui a déjà été enceinte sur l'équipe de recherche, moi, je trouve ça un peu... je poserais des questions, admettons. Mais là, c'est plus complexe. Est-ce qu'on pourrait demander, inclure d'autres personnes qui ne sont pas en recherche, mettons, pour donner aller questionner, faire des... genre la mobilisation de connaissances. Ouais. Oui, oui. Il y a de plus en plus des initiatives pour inclure ce qu'on appelle des patients ou des partenaires prenantes. Donc ça va être des personnes avec de l'expérience vécue dans ce domaine. C'est sûr que des fois, c'est complexe au niveau des timelines et de vouloir inclure quelqu'un, il faut aller chercher. Ça demande vraiment un travail en surplus pour l'équipe de recherche. Ce serait peut-être trop de travail. Ben oui et non. C'est sûr que pour des équipes de recherche bien établies, moi, c'est beaucoup de travail, mais c'est clair que ça vaut la peine. Ça vaut la peine en termes de leur aider à poser les bonnes questions. D'ailleurs, souvent en recherche, on se dit, on pose la question. Il n'y a pas de mauvaises questions, oui, mais poser plus de questions que celles auxquelles on pense. Poser la question de façon qui est pertinente pour la vie des gens. Ouais. On trouve, il y a beaucoup plus de recherches pour ce qu'on appelle des mesures reportées par des patients. Donc, les mesures jugées importantes. Ce n'est pas nécessairement le taux de réhospitalisation qui est important. Moi, c'est ma qualité de vie. Alors, d'utiliser les patients et les gens dans les recherches pour décider c'est quoi les priorités de recherche. Admettons, en diabète, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'on veut, auprès de quoi on veut intervenir? Ouais. Et je pense que c'est dans ça où on peut vraiment aller utiliser les expériences vécues des gens pour améliorer la recherche et poser les meilleures questions qu'on peut après utiliser pour améliorer la vie des gens. C'est pas toujours évident. C'est, par exemple, des étudiants et les étudiantes n'ont pas nécessairement la capacité d'aller engager plein de parties prenantes dans ces projets-là. C'est la limitation. Oui, c'est ça. Ça demande le temps et ça demande de l'argent. Et c'est là où ça commence à un peu à nuire, où on fait qu'on ne peut pas le faire parce qu'on ne finance pas ces projets-là. Les gens qui font ces types de recherches-là, qui engagés, sont souvent moins financés parce que le fait de vouloir, d'encourager tout le monde de participer, c'est un peu plus féminin comme approche. On veut avoir des perspectives, on veut faire, c'est de la recherche qualitative. C'est moins... je pense qu'on doute plus, oui. on remet plus les choses en question naturellement. Là, on généralise. Absolument. Oui. Mais, ouais, c'est ça. Donc, ça serait comme un avantage. C'est une bonne chose qu'il y ait plus de femmes. Moi aussi, je recherche. Je pense que ça, mais je pense que c'est le cas. Mais, ouais. Et c'est pas pour dire que c'est mal jugé avoir des patients dans nos équipes de recherche. Mais je trouve que la façon de laquelle on va le faire, ça dépend. Il faut vraiment engager cette personne-là sur tout le long du processus dans le développement de la question, dans le développement de l'approche analytique et aussi dans l'interprétation des résultats. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette analyse ou ce chiffre que j'ai eu? Ça veut dire quoi en réalité? Puis là, par la suite, de prendre ces données-là et les données probantes et de vouloir faire quelque chose avec, ça, c'est long comme trajet. Ça vaut clairement la peine, mais ça demande beaucoup de discussion tout le long. Ça demande de se remettre en question nos billets.
Mais oui, c'est clair, le bénéfice est sans. Puis, est-ce que ce serait, dans le fond, à chaque personne individuellement à se poser des questions, puis que c'est pas parce qu'on n'a pas la recherche qu'on peut pas émettre nous-mêmes des hypothèses, essayer d'autres choses. Tu sais, moi, j'ai utilisé des tampons pendant plus que 20 ans. Là, on vient d'apprendre qu'il y a des produits toxiques dans les tampons, mais il n'y a pas de recherche qui prouve que ces produits toxiques-là sont absorbés. Mais en même temps, dans mes traitements de fertilité, je me suis inséré beaucoup de médicaments dans le vagin parce que c'est ultra absorbant, c'est 10 fois plus absorbant que les muqueuses buccales. Donc là, je me pose la question, est-ce que je me suis moi-même créé? Puis tu sais, tout professionnel de santé m'a toujours dit non, les tampons, c'est tout super sécuritaire, puis c'est pas grave, tout ça. Puis je suis pas en train de dire que ça l'est pas non plus, mais tu sais, je me pose des questions, puis je me dis, ben, tu sais, si j'essaie rien de différent, je vais toujours continuer à avoir le même résultat, là. Donc, ça serait peut-être que ce serait une petite piste de solution pour l'avenir. Chaque personne devrait se poser la question. Puis c'est un peu en lien avec ce qu'on parlait devant un professionnel de la santé. Donc, c'est pour ça que informer les gens qu'il y a différentes pistes de solutions ou que, par exemple, les douleurs menstruelles, c'est normal, mais jusqu'à un certain point. Donc, c'est ça, c'est par l'information qu'on va changer les choses. Absolument. Ben, moi, je pense que l'information, c'est le pouvoir, c'est la force. Donc, le fait qu'on se remette en question, de pas juste dire, ben c'est ça que j'ai fait, c'est ça mon expérience des menstruations, parce que les menstruations, ça change au cours de la vie. Alors, pour moi, ça vaut la peine d'y penser et de remettre en question nos habitudes et nos croyances sur nous-mêmes. Et le fait juste de faire attention à notre corps, de pouvoir s'étudier. Moi, j'ai beaucoup appris en prenant le temps de m'observer. Oui. J'apprends des symptômes, je suis dans la trentaine, là, c'est des choses que j'aurais pu peut-être apprendre beaucoup plus tôt, mais juste le fait d'être conscient. Pas. Oui, c'est ça, on ne savait pas. Oui. C'est en parlant aujourd'hui que peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être ça va inciter d'autres personnes à être plus à l'écoute de son corps. Puis, Oui, et tu sais, même, je trouve qu'on apprend beaucoup, le domaine médical apprend beaucoup des gens qui disent, ben j'ai ça, c'est ça qui m'arrive. Puis là, finalement, le monde se dit, ben, coudonc, c'est quoi ça? C'est parce qu'au début, c'est anecdotique parce que c'est seulement quelques personnes, mais quand ça devient un plus grand nombre, là, ça devient pertinent pour un sujet de recherche. Exactement. Mais si personne le dit, personne ne sera au courant. Exactement. On ne va jamais le savoir. Ouais. C'est la première chose, ce serait de le constater, de le dire à nous-mêmes. Et par la suite, si c'est quelque chose qui est vraiment douloureux ou c'est quelque chose qui va mal, de le dire à quelqu'un, puis là, de pouvoir signaler et peut-être que ça pourrait changer. Et là, je veux juste faire une nuance. Là. Je suis pas en train de dire que chaque personne est responsable, mais juste j'amène une réflexion à est-ce qu'on devrait collectivement plus s'écouter puis, ou individuellement. Donc, c'est vraiment juste ça. C'est juste un point de départ pour qu'on puisse le dire, pour que là, à ce moment-là, mais plus il y a de personnes qui le disent, plus on fera des recherches. Là. Oui, et je pense que justement, c'est le fait que le moindre qu'on peut faire en tant qu'être humain, c'est d'écouter son propre corps. C'est pas pour dire que le corps va tout te dire. Des fois, tu écoutes et tu es comme, je suis pas trop certaine. Non, des fois, c'est pas quoi. Des fois, c'est pas quoi écouter. Oui, c'est ça. Mais le fait de pouvoir venir avoir des conversations éclairées sur notre corps, il faut d'abord avoir notre propre perspective. Mais ce qu'on apporte en tant qu'être humain qui vit dans notre corps, c'est on a de l'expertise, on a de l'expérience. Et ça a de la valeur. Donc, c'est pas juste pour dire que quelqu'un qui nous dit, ben ça, c'est normal, et je te le dis, that's it. Mais toi aussi, ton expérience vaut quelque chose, est pertinent et ça vaut la peine de le dire. De toute façon, là, c'est nous-mêmes qui assumons les conséquences si on fait rien ou si on se pose pas de questions. Oui. Donc, ben, écoute, je pense que tu nous as bien parlé de recherche. Je te remercie. Je pense que c'est vraiment pertinent. On a retenu quelques éléments clés qui peuvent nous faire avancer individuellement, mais collectivement aussi. Merci beaucoup. Oui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Oui. Puis l'autre fois, je t'ai posé la question comment tu as vécu tes premières menstruations. Je pose ça aux invités. J'en ai parlé avec une autre invitée de mes premières menstruations. Mais si tu veux, je peux peut-être te parler de mes deuxièmes menstruations qui n'ont pas du tout été la même chose. Ah ben oui, absolument. C'est la première fois, j'étais super contente d'être menstruée. Là, c'était comme « Wow! Hey, ça arrive! » Puis la deuxième fois, là, ça a été vraiment différent. C'était douloureux. Puis je savais pas
comment que ça allait durer longtemps ou pas. Puis je me rappelle, cette journée-là, je devais aller rejoindre une de mes amies pour aller à la piscine, rejoindre d'autres amis. Puis là, j'ai dit au téléphone, oui, tu sais, je me prépare, puis je m'en viens. Et là, grosse crampe qui arrive. Là, je me mets en position fétale sur mon lit. Puis là, moi, je pense que ça va prendre, ça va durer quelques secondes, puis ça va passer. Et non, ça passait pas. Puis là, j'étais OK, encore un petit peu, puis allez, courage, j'y vais. Et tu sais, comme à 13 ans, t'as l'impression, tu sais, toute ta vie, c'est tes amis, c'est donc important d'aller rejoindre la gang. Oui, c'est urgent. Bon, ben c'est ça. Et là, finalement, bon, après, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes, je m'en vais. Et là, je suis en route vers chez mon amie. Et là, mon amie, elle était tannée chez elle. Puis là, elle marchait, elle était fâchée, elle marche vers moi. Puis là, elle dit, ben là, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait attendre plein de temps. Puis là, je m'excuse, là, j'ai vraiment mal au manche quand on vient de commencer à être menstruée. Puis là, moi aussi, je suis menstruée. Puis j'en reviens. Puis là, c'est comme, OK, en tant que personne, les douleurs peuvent être différentes d'un cycle à l'autre, mais entre les personnes aussi, là, moi, j'étais comme, OK, mais mon Dieu, peut-être que j'ai exagéré. Puis tout. Mais non, dans le fond, avec du recul, je réalise que c'est juste que non, cette fois-là, c'était juste vraiment intense. Oui. Puis, mais tu sais, je savais pas. Fait que, tu sais, si on entend, je pense, des expériences de d'autres personnes, ben si ça nous arrive, on peut dire, OK, ben c'est peut-être normal. Puis, OK, j'ai le droit, tu sais, de ne pas se sentir coupable d'avoir mal. C'est comme si je me sentais coupable parce que, oh non, je faisais pas ce que je devais faire et tout. Là. Donc, non, mais je pense que c'est puissant, ton histoire, parce que justement, on a toujours l'impression qu'on doit, premièrement, jamais avouer qu'on est menstrué à ce moment-là. On doit se débrouiller, puis on va faire tout ce qu'on allait faire, même si on n'était pas menstrué, malgré la douleur et l'inconfort. Et je pense que le fait d'entendre des histoires, le fait que tu as senti le pouvoir de dire à ton ami que tu étais menstruée et que c'est pour ça que tu allais mal. Ah oui, mais je sais pas, je suis dans une famille où est-ce que ça n'a jamais été tabou, les menstruations. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi c'est encore tabou. Puis là, à toutes les personnes à qui j'en parle, ben là, on est en 2024 maintenant, il y en a plus de tabou. Mais non, je confirme, parce que les personnes à qui je parle, tu sais, sont à l'aise avec le sujet et tout, beaucoup, là. Mais quand je fais des kiosques, là, et que je vois plein de personnes défiler, puis qu'il y a des personnes qui me disent, comme, ils savent pas c'est quoi mon kiosque, là. Puis là, tout de suite, ils me disent, quand ils voient que c'est des menstruations, oh non, je suis pas à l'aise. Puis c'est correct. Tu sais, respectons, mais plus on en parle, plus ces personnes-là vont en entendre parler, je pense, dans les médias, au day-to-day, à travers d'autres personnes, ça. Ça va normaliser, mais c'est encore un processus en cours, là, je pense. Là, non, mais c'est sûr. C'est clair que moi aussi, j'en parle beaucoup là, dans mon journée. Mais moi, je le vois quand les gens commencent à avoir la capacité de m'en parler parce qu'ils savent que je suis une personne sécure à qui en parler. Mais on le voit dans le C'était ouverte. C'est ça, la petite pause quand il dit, ben moi, j'ai mes menstruations. Tu sais, je viens de commencer mes règles. Il y a toujours une petite pause. Et pour moi, c'est la pause où comme ils vont développer le courage de dire, ben je l'avoue. Et c'est ça pour moi, genre la première ligne de la stigmatisation. Parce que les gens, on commence à en parler de plus en plus et j'adore. Mais c'est bien ancré, là, Ah oui, mais lentement, mais sûrement. Puis je pense que c'est pour ça qu'on fait le podcast. Donc, parlons-en. Puis seulement les personnes qui sont intéressées pourront aller le voir. Exactement. Et lentement, mais sûrement, je pense qu'on va y arriver. Non, mais le plus qu'on en parle, le plus que ça devient normal. Ben oui. Pour moi, c'est le but. Ben oui, parce que après tout, toutes les personnes qui ont un utérus seront menstruées au moins une fois dans sa vie. Oui, c'est ça. Donc, merci pour le podcast, pour entamer cette conversation. Merci tellement de venir en parler vraiment plaisir. De recherche, puis de l'autre fois de précarité menstruelle aussi. C'était vraiment pertinente. Puis merci de faire ce que tu fais dans la vie aussi. Merci à toi. OK.